Mes parents étaient en train de distribuer les cadeaux de Noël à tous les petits-enfants. Quand est venu le tour de ma fille, Léa, ils ont dit avec un rire moqueur, « Oh, on dirait bien qu'on en a oublié un », puis ils ont donné son cadeau au fils de ma sœur, Lucas, sous prétexte d'équité. Ma fille est restée totalement silencieuse. Mes parents ont ri de bon cœur, mais ce rire a déclenché quelque chose de terrible en moi. Quand ils ont prononcé cette phrase. En tendant le cadeau de Léa à mon neveu, j'ai senti un déclic destructeur au plus profond de moi. Ce ne fut ni bruyant ni spectaculaire. C'était une sensation glaciale, tranchante, bien plus froide que le vent d'hiver qui soufflait dehors. Pendant une seconde, je suis resté figé à les regarder, essayant de comprendre comment deux personnes qui se vantaient sans cesse d'être des grands-parents exemplaires et équitables pouvaient se montrer aussi cruels devant toute la famille. Léa, ma fille de 11 ans, était assise à côté de moi, serrant contre elle la petite carte de vœux qu'elle avait passé 2 soirées entières à fabriquer de ses propres mains. Elle avait écrit leurs prénoms au feutre argenté, y avait collé des autocollants qu'elle avait précieusement mis de côté depuis son dernier projet d'école, et m'avait même demandé à 2 reprises si les couleurs faisaient assez adulte. Et là, elle se retrouvait les mains vides pendant que les adultes ricanaient comme s'il s'agissait d'une blague de réveillon. Mon père, Jean-Pierre, continuait de sourire bêtement, répétant qu'il manquait de cadeaux cette année et que Lucas en profiterait sûrement plus qu'elle de toute façon. Ma mère, Chantal, a ajouté sur un ton badin que les enfants oubliaient vite ce genre de choses. Elle a utilisé ce ton mielleux qu'elle prend toujours lorsqu'elle sait pertinemment qu'elle a tort mais qu'elle refuse de l'admettre. Ma sœur, Sandrine, n'a pas croisé mon regard. Elle n'a pas non plus regardé Léa. Elle s'est contentée de réajuster la manche de son fils en lui murmurant de dire « Merci ». Autour de nous, le reste de la famille continuait de boire du champagne et de manger des toasts, faisant semblant de ne rien remarquer, feignant de ne pas voir que ma fille était la seule enfant de la pièce à n'avoir aucun paquet à ses pieds. Sentant la colère monter dans ma poitrine, j'ai gardé une voix parfaitement calme pour demander à Léa de mettre son manteau. Elle n'a pas discuté, elle n'a même pas demandé où nous allions. Elle a simplement posé délicatement sa carte sur le bord de la table basse, espérant peut-être encore que quelqu'un l'ouvrirait après notre départ. Mes parents n'ont pas cherché à nous retenir. Pas même lorsque nous avons atteint le pas de la porte. Ma mère s'est contentée de lancer une remarque ironique sur mon besoin constant de faire des drames, tandis que mon père plaisantait en disant que la soirée n'était pas encore finie. Aucun d'eux ne se rendait compte que la seule chose qui m'empêchait de leur dire leurs 4 vérités était la présence de Léa à mes côtés. Une fois dehors, le froid glacial nous a enveloppés instantanément. L'allée de leur maison de banlieue était bordée de voitures et les guirlandes lumineuses scintillaient sur la façade comme si de rien n'était. J'ai ouvert la portière pour Léa et l'ai aidée à s'installer. Elle n'a pas versé une seule larme. Elle est restée silencieuse, les yeux fixés sur ses moufles. Ce que mes parents ignoraient, ce qu'ils n'avaient même pas pris la peine de me demander, c'était qu'une voiture était garée à un angle de rue un peu plus bas, sous la lueur d'un réverbère. Une DS7 Crossback de 2022, d'un noir impeccable, révisé et nettoyé. La veille, je l'avais achetée pour la leur offrir. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que j'espérais sincèrement que ce geste nous permettrait de tourner la page sur des années de rancœur et de reconstruire une relation plus saine. Je pensais qu'en leur offrant un cadeau aussi significatif, nous pourrions enfin apaiser les tensions familiales. Mais en les voyant humilier ma fille avec autant de facilité, j'ai compris qu'ils n'avaient jamais eu la moindre intention de faire un pas vers moi. Ils prenaient toujours tout ce que je leur donnais, sans jamais rien offrir en retour, pas même un peu de
Considération. En démarrant le moteur, j'ai pris une décision irrévocable, il ne verrait jamais cette voiture. Ni les clés, ni le grand ruban rouge, ni la lettre de remerciement que j'avais écrite et réécrite 3 fois. Et ce n'était que le début des conséquences de leur cruauté. Perdre cette voiture n'allait être que la moindre de leurs peines. Le lendemain matin, ils ont agi comme si de rien n'était. À mon réveil, j'ai trouvé un message de ma mère sur mon téléphone. C'était une photo de toute la famille réunie autour de la table du petit déjeuner dans leur cuisine, devant une montagne de crêpes, de brioches et de confitures maison. Elle avait accompagné l'image d'une légende enjouée sur les belles traditions familiales, ajoutant qu'elle espérait que Léa et moi passions une matinée reposante. Comme si ma fille n'avait pas été rejetée la veille, comme si elle n'avait pas vu ses propres grands-parents offrir son cadeau à un autre en riant. J'ai fixé cette photo pendant de longues minutes. Puis, j'ai retourné mon téléphone contre la table et je suis allée préparer le petit déjeuner pour Léa, même si je savais qu'elle n'aurait pas d'appétit. Elle est descendue quelques instants plus tard, portant encore son pull de Noël, les épaules un peu voûtées. Elle n'a pas fait allusion à la veille, mais en ouvrant le placard de la cuisine et en apercevant les rouleaux de papier cadeau sur le plan de travail, elle l'a refermé doucement avant de s'éloigner. Plus tard dans la matinée, j'ai retrouvé sa jolie carte de vœux froissée dans la poubelle, celle qu'elle avait décorée avec tant de soin. C'est à ce moment précis que j'ai su que je ne laisserais pas passer cet affront. Pourtant, les jours suivants sont restés étrangement calmes. Pas d'excuses, pas d'explications, personne n'a pris de nouvelles de Léa. Ce n'est que le 3e jour que mon père m'a envoyé un SMS qui laissait deviner qu'il commençait à se poser des questions. Il m'a écrit « C'est toi qui as laissé une voiture garée au bout de la rue le soir du réveillon ?» J'ai relu le message en repensant à la carrosserie brillante de la DS7 sous la lumière du réverbère. Au ruban posé sur le tableau de bord et à ce mot tendre qui les remerciait d'avoir essayé d'être de bons parents. Tout cela me semblait tellement absurde à présent, comme si j'avais préparé ce cadeau pour des étrangers. J'ai simplement répondu « non » avant de bloquer son numéro. 3 jours plus tard, ils ont fini par débarquer chez moi sans prévenir. J'ai reconnu le manteau de ma mère depuis la fenêtre de la cuisine avant même qu'il ne s'engage dans l'allée. Elle se tenait sur mon perron, chargée de 2 grands sacs cadeaux de chez Action, mon père à ses côtés affichant ce sourire crispé qu'il arbore toujours lorsqu'il tente de manipuler une situation. Pendant une seconde, j'ai pensé à ne pas ouvrir, à les laisser attendre dehors dans le froid. Mais Léa était à la maison et je ne voulais pas qu'il se mette à insister et à tambouriner à la porte. Quand je suis sortie sur le perron, leurs visages se sont illuminés comme s'il s'agissait de chaleureuses retrouvailles familiales. Ma mère a commencé à bafouiller qu'ils avaient beaucoup réfléchi à la soirée de Noël et qu'ils voulaient réparer ce qu'elle qualifiait de malentendu idiot. Mon père a ajouté qu'ils avaient choisi quelques babioles pour Léa en espérant qu'elle les accepterait, avant de me tendre le premier sac. À l'intérieur, les objets étaient tellement médiocres et inadaptés que cela ressemblait presque à une provocation, une poupée en plastique premier âge. Alors que Léa entre au collège, un puzzle dont la boîte était enfoncée et à moitié déchirée. Et un lot de feutres parfumés auquel elle est gravement allergique. Ma mère m'a alors tendu le second sac, qui contenait des bonbons gélifiés que Léa ne peut pas manger, des bracelets de pacotille et un carnet de notes qui arborait encore son étiquette de déstockage à 90 centimes d'euros au dos. J'ai pesé les 2 sacs dans mes mains un court instant, puis je les leur ai tendus en retour. Ce geste ne leur a pas plu du tout. Le sourire de ma mère s'est figé instantanément et mon père a commencé à s'énerver, haussant le ton.
pour dire qu'il faisait des efforts pour arranger les choses et que je réagissais de manière totalement disproportionnée. Il a affirmé que de toute façon, Léa n'avait pas eu l'air triste pendant la fête, comme si le silence d'un enfant face à l'injustice était une preuve que tout allait bien, comme si se taire signifiait pardonner. Léa s'est approchée silencieusement derrière moi, dans l'entrée. Elle n'a rien dit, mais sa présence suffisait. Elle avait tout entendu. J'ai alors regardé mes parents droit dans les yeux et je leur ai dit calmement la vérité. Ce n'était pas une simple histoire de cadeau manqué. C'était une question de respect et de décence humaine. C'était l'image lamentable qu'ils avaient donnée d'eux-mêmes à ma fille. Ils ont tenté de me couper la parole, mais j'ai continué. Je leur ai parlé de la déesse Seth qui les attendait au coin de la rue le soir du réveillon. Propre, brillante, avec les clés prêtes à leur être remises. Je leur ai expliqué que j'avais prévu ce projet depuis des mois pour sceller notre réconciliation. Je n'ai pas mentionné la lettre d'affection qui traînait désormais dans le tiroir de ma cuisine comme une preuve de ma naïveté. Mes parents sont restés muets de stupeur. Le visage de mon père s'est décomposé, laissant place à une panique évidente, tandis que ma mère me fixait, incrédule. Je leur ai dit qu'ils venaient de perdre bien plus qu'une simple voiture de luxe, ils venaient de perdre leur fille et leur petite-fille à cause d'un mépris qu'ils refusaient d'admettre. Puis, je leur ai demandé de partir sur le champ. Ma mère a essayé de protester, mais j'ai reculé d'un pas et j'ai refermé la porte d'entrée. Ils sont restés sur le perron pendant quelques minutes, parlant délibérément fort pour que je puisse entendre leurs accusations, me traitant d'ingrate et de folle. Je n'ai pas rouvert. Quand le bruit de leur voiture s'est enfin estompé, j'ai vu Léa qui se tenait près de l'escalier. Elle m'a demandé à voix basse s'il allait revenir. Je lui ai répondu que non, pas aujourd'hui. Mais au fond d'eux, moi, je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas là. Ils se sont de nouveau présentés le samedi suivant, sans téléphoner, sans un mot d'avertissement. Mon père tenait sous le bras une énorme peluche de licorne, violette et brillante, tandis que ma mère portait un plateau de petits gâteaux dans un emballage coloré. Je les ai observés depuis la fenêtre de la cuisine. Ils ressemblaient à des démarcheurs à domicile essayant de forcer la porte d'une maison. J'ai attendu un moment pour voir jusqu'où irait leur patience. Ils ont attendu sur le pas de la porte, ont sonné 2 fois, puis ont frappé de plus en plus fort. Ma mère a tenté de regarder à travers le carreau de la fenêtre, pensant sans doute que nous étions à l'étage. Léa était dans sa chambre et n'a même pas daigné descendre. Je pense qu'elle avait compris. J'ai fini par ouvrir la porte et je suis sortie sur le perron en refermant derrière moi pour ne pas les laisser entrer. Mon père m'a salué avec un aplomb incroyable, comme si notre dernière dispute n'avait jamais eu lieu. Ma mère arborait un grand sourire artificiel. Mon père a expliqué qu'il s'en voulait pour Noël, que les choses avaient été mal interprétées et qu'il voulait simplement gâter Léa. Ma mère a surenchéri en énumérant le contenu du sac, des livres pour adolescents, du vernis à ongles et ces fameux gâteaux faits maison. Des gâteaux aux noix. Léa est gravement allergique aux noix et à tous les fruits à coque depuis qu'elle a l'âge de 5 ans. Ils le savent parfaitement. Ce n'était pas des cadeaux pensés pour elle, c'étaient des achats de dernière minute faits sans réfléchir. J'ai demandé à mon père s'il se souvenait de ce qui s'était passé le soir de Noël. Il a répondu que oui, bien sûr, mais qu'il voulait juste faire plaisir à tout le monde de manière équitable, que ce n'était pas personnel et que Léa n'y pensait sûrement plus. Il m'a regardé et a ajouté, les enfants passent vite à autre chose. C'est toi qui bloques le dessus et qui gâche tout. Ma mère a acquiescé en affirmant que je faisais une montagne d'un rien-né.
qu'ils voulaient juste voir leur petite fille sourire. Je n'ai même pas eu le temps de répliquer. La porte d'entrée s'est entr'ouverte derrière moi. Léa était là, silencieuse. Elle a regardé la licorne géante, le sac de gâteaux, puis ses grands-parents. Aucun mot n'est sorti de sa bouche, mais son regard en disait long. C'était le regard d'un enfant qui vient de comprendre la triste réalité du monde des adultes. Puis, elle s'est reculée et a refermé doucement la porte. Ce silence a été plus percutant que toutes les insultes du monde. J'ai regardé mes parents et je leur ai dit que tout ce clinquant et ces peluches ne dissimuleraient jamais la méchanceté dont ils avaient fait preuve. Je leur ai signifié que je refusais de participer à cette mise en scène hypocrite où ils commettaient des erreurs cruelles pour ensuite tenter de les effacer à coups de babioles bon marché sans jamais demander pardon. Je leur ai rappelé une dernière fois l'histoire de la voiture que j'avais achetée pour eux avec mes économies. Un projet qui m'avait demandé des mois d'efforts financiers et personnels parce que je croyais encore en eux. Ils avaient tout gâché en une seule seconde d'égoïsme. Je leur ai ordonné de partir et de ne plus jamais revenir. Ma mère semblait stupéfaite et mon père est resté bouche bée, incapable de trouver une réplique. Ils ont hésité un instant, puis mon père a posé la peluche de licorne sur le sol du perron avant de faire demi-tour. Je n'ai jamais rentré cette peluche à la maison. Plus tard dans la soirée, j'ai découvert ce qu'il préparait en coulisses. Ma cousine m'a envoyé des captures d'écran de messages que ma mère diffusait au reste de la famille. Elle me décrivait comme une personne mentalement instable, prétendant que j'apprenais à ma fille à être rancunière, que j'avais toujours été une enfant difficile et qu'ils avaient le cœur brisé de voir à quel point je les traitais cruellement alors qu'ils essayaient seulement de se racheter. Moins d'une semaine, ils avaient totalement réécrit l'histoire pour se faire passer pour les victimes et faire de moi la méchante de service. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli ou d'une maladresse. C'était leur fonctionnement habituel, leur manière d'exister. Et la prochaine fois que je leur parlerai, ce ne serait pas sur mon perron, mais directement chez eux. Je n'ai pas planifié les choses. Un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure et j'ai décidé que je ne passerais pas ma vie à attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'ai dit à Léa que j'avais une course importante à faire. Et je suis partie avant qu'elle ne pose de questions. Elle n'avait pas besoin d'assister à cela. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents s'est fait dans un silence pesant, sous un ciel gris d'hiver. Plus je me rapprochais de leur quartier, plus mes mains se crispaient sur le volant. Rien n'avait changé dans leur rue, les mêmes décorations de jardins défraîchis, les mêmes voisins, la même couronne de Noël accrochée à leur porte depuis 10 ans. Pourtant, la maison me paraissait beaucoup plus petite et insignifiante que dans mes souvenirs. Je me suis garée en face, je suis restée assise quelques minutes dans la voiture, hésitant à faire demi-tour, puis j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais encore le double des clés qu'il ne m'avait jamais réclamées. Entrant, j'ai été assaillie par cette odeur familière de bougies à la vanille, de friture et de poussière stagnante. La maison semblait figée dans le temps. Le sapin de Noël était toujours installé dans le salon, mais les guirlandes étaient éteintes et les branches commençaient à s'affaisser sous le poids des boules. Ma mère est sortie de la cuisine, un morceau de pain grillé à la main, et a sursauté en m'apercevant comme si elle venait de voir un fantôme. Mon père est apparu derrière elle, essayant immédiatement de détendre l'atmosphère en me proposant un café. Je leur ai demandé de s'asseoir. Ils se sont exécutés, s'installant côte à côte sur ce vieux canapé beige où ils alignaient autrefois nos cadeaux de Noël, les miens étant toujours les plus petits et les derniers distribués. Je suis restée debout devant eux.
Sans hausser le ton, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je leur ai dit que Léa se souvenait de chaque détail de ce réveillon, qu'elle n'avait rien dit sur le moment par pure politesse, mais qu'elle s'était sentie totalement invisible et rejetée. J'ai sorti de ma poche la petite carte de vœux que j'avais récupérée dans la poubelle et je la leur ai montrée. À l'intérieur, Léa avait écrit avec son écriture d'enfant, « Merci de toujours me faire sentir que j'ai ma place avec vous. » Ma mère a détourné le regard, les yeux soudainement brillants, tandis que mon père fixait le sol. Je leur ai expliqué que j'avais enduré leurs reproches et leur froideur pendant des années dans le seul espoir de donner des grands-parents à ma fille, mais que cette fois, la limite avait été franchie. Ce n'était pas seulement un cadeau oublié, c'était le choix délibéré de l'exclure de la famille et de s'en amuser. Alors que mon père tentait de se justifier, la porte d'entrée de la maison a grincé. C'était Léa. Elle était censée être à la maison, mais elle s'était fait déposer par une amie ou avait trouvé un moyen de me suivre. Elle avait son blouson fermé jusqu'au menton et son visage était d'un calme olympien. Elle m'a regardé et a dit simplement, « J'ai utilisé l'application de localisation de ton téléphone. Je voulais entendre ce que tu allais leur dire. » Ma mère s'est aussitôt levée avec un grand sourire hypocrite, tendant les bras vers elle en l'appelant « son cœur ». Mais Léa ne s'est pas rapprochée. Elle les a regardés fixement et a prononcé ces mots qui ont définitivement clos le débat, « Je ne veux plus rien de vous. Vous ne m'avez pas oublié. Vous vous en fichez de moi. C'est tout. On peut y aller maintenant, maman ?» Nous sommes sortis de la maison sans un mot de plus, sans adieu. En démarrant la voiture, j'ai vu mon père sur le perron, les mains sur les hanches, l'air hébété. Ma mère n'est pas sortie. Le lendemain, l'histoire s'est propagée. Ma cousine m'a appelé pour me dire que ma mère inondait la famille d'appels en larmes, racontant que j'étais devenue folle, que je montais ma fille contre eux et que je les avais insultés chez eux. C'est là que j'ai compris que la rupture devait être totale et définitive. Je devais protéger Léa de cette manipulation constante. Le soir même, j'ai eu une longue discussion avec elle. Je lui ai expliqué la situation sans lui cacher la vérité, en lui disant comment mes parents tentaient de déformer la réalité. Elle m'a alors posé cette question déchirante, « Si je n'ai plus de grands-parents ? Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème ?» Cette phrase a scellé ma décision. Le lendemain, j'ai envoyé un message à ma mère pour lui dire que je passais chez eux. Elle a répondu immédiatement, s'imaginant déjà que je venais m'excuser et pleurer pour implorer leur pardon. Je suis arrivée là-bas les mains vides, sans manteau, bien décidée à ne pas m'éterniser. Je suis entrée et j'ai déposé un carton sur leur table de salon, des albums photos, des portraits de Léa qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'accrocher au mur, et un vieux gilet que ma mère m'avait prêté il y a des années. C'était ma façon de leur rendre leur vie. Je leur ai annoncé calmement que nous ne reviendrions plus jamais, ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes de famille où tout le monde fait semblant d'être heureux avant de finir en larmes. Ma mère a commencé à s'agiter, hurlant que je faisais un caprice et que je détruisais l'éducation de ma fille. Mon père a ajouté avec mépris, « Tu crois la protéger ? Tu es juste en train de lui apprendre à fuir les gens qu'il aime. » Je lui ai répondu, « Non, je lui apprends à ne jamais mendier l'amour de qui que ce soit. » Ils n'ont pas compris. Ils ne comprendraient jamais. Mon père s'est mis à hurler, rappelant tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour moi dans mon enfance, mes appareils dentaires, les vacances qu'ils s'étaient privés de faire. Je leur ai dit que le respect ne s'achetait pas et qu'à force de rendre ma fille invisible, il était devenu invisible à nos yeux. En ouvrant la porte pour partir, mon père a lancé une dernière menace,
ne vient pas ramper vers nous quand elle se retournera contre toi à son tour. J'ai marqué un temps d'arrêt. Il était persuadé que l'histoire se répéterait, mais il n'avait pas compris que Léa et moi étions en train d'écrire un tout nouveau chapitre, loin de leur ombre. Le soir même, Léa et moi avons préparé le dîner ensemble. Elle m'a dit qu'elle aimerait que nous passions les prochaines vacances de Pâques juste toutes les deux, à faire un marathon de films à la maison. Elle m'a confié, je n'ai plus envie de m'asseoir à une table avec des gens qui font semblant de m'aimer. Elle n'avait pas de haine dans la voix, juste la sérénité de quelqu'un qui a enfin trouvé les mots pour exprimer une souffrance de longue date. Après l'avoir bordée, je suis allée pleurer dans la buanderie, non pas par regret, mais parce que je savais que cette décision était définitive et que même lorsqu'on prend la bonne décision, la rupture fait toujours mal. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce jour. Mes parents n'ont plus jamais essayé de nous contacter, ce qui confirme qu'ils ne cherchaient qu'à nous contrôler et non à nous aimer. Le vide qu'ils ont laissé s'est peu à peu comblé par une paix profonde. Léa a cessé de poser des questions à leur sujet. Elle a reçu des cartes d'anniversaire de nos voisins, de mes collègues de travail et de nos véritables amis, mais rien de la part de sa famille biologique. Elle s'est mise à observer attentivement les adultes qui l'entourent, notant dans un petit carnet secret ceux qui tiennent leurs promesses, ceux qui l'appellent pour prendre de ses nouvelles et ceux qui viennent l'encourager à ses matchs de handball même sous la pluie. Mes parents ne figurent pas sur cette liste. Ma sœur non plus. Le reste de la famille a fini par comprendre que je ne reviendrai pas sur ma décision et ils ont cessé d'essayer de jouer les médiateurs. J'ai fini par vendre la voiture que je destinais à mes parents. Avec cet argent, j'ai remboursé quelques dettes et j'ai emmené Léa passer une semaine de vacances dans les Alpes. C'était la première fois qu'elle voyait la neige tomber depuis un télésiège. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de bonheur, et m'a dit, c'est encore mieux que Noël. À ce moment-là, j'ai compris que nous n'aurions jamais d'excuses de leur part, mais que nous avions gagné quelque chose de bien plus précieux, la liberté de choisir notre propre famille. Léa sait désormais que je serai toujours là pour la protéger et que jamais je ne laisserai quiconque lui briser le cœur en riant. Et cela vaut toutes les voitures et toutes les excuses du monde. C'est à la fois notre fin et notre plus beau commencement.